Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun en ce mois de mars. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet plus précisément lié, on va dire, à l'évolution du droit des femmes et notamment au fait de travailler dans un domaine dit plutôt masculin. Mais avant cela, bonjour Isabelle, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour Nathalie, ravie aussi de vous retrouver. Alors justement, en fait, on sait que la population française, c'est à peu près 50% d'hommes, 50% de femmes. On a d'ailleurs, en fait, dans la population active, 40% de femmes, mais elles ne sont que 12% à diriger des PME ou des TPE. Et alors, dans un domaine dit masculin, elles sont encore moins nombreuses. Je dirais, elles se comptent sur les doigts d'une main ou de deux mains, mais voilà, elles sont vraiment très très peu à se lancer dans un secteur dit d'hommes. Et pour parler de ce sujet, on va recevoir aujourd'hui donc Chloélia Baltramelli, qui justement, elle, a créé une entreprise dans le BTP il y a un peu plus d'une dizaine d'années. On est ravis de l'accueillir. Bonjour Chloélia, on est ravis de t'avoir aujourd'hui sur ce plateau, justement en ce mois des droits des femmes pour pouvoir parler et peut-être faire évoluer aussi les mentalités sur le côté masculin, le côté féminin et un peu toutes ces croyances ou toutes ces impressions qu'on a qu'il y a certains secteurs qui sont réservés à l'homme et certains secteurs qui sont réservés à la femme. Mais avant de rentrer dans le cœur du sujet, est-ce que justement tu peux te présenter aux téléspectateurs qui nous écoutent? Donc je m'appelle Chloélia, je suis née il y a un peu plus de 30 ans. Quelques années. J'ai eu la chance, moi, de naître dans une double culture, avec un papa italien et une maman française. Donc je parle de cet ADN-là, parce que je pense que c'est quelque chose qui construit et qui chemine aussi et qui marque les décisions qu'on peut prendre aussi au fil de la vie. Donc j'ai eu la chance de pouvoir voyager très vite, de pouvoir comprendre qu'il y avait d'autres choses jeunes, d'autres coutumes, d'autres cultures, d'autres langues, et d'être ouverte sur le monde. Donc voilà, mon rapport de femme et d'homme est peut-être un petit peu différent de par cette ouverture-là que j'ai eu la chance de recevoir. Donc j'ai très vite appris à parler avec mes mains, forcément. Et du coup, ça allait avec. Je me suis rapidement aussi dirigée vers des filières commerciales au niveau des études, avec un bac commercial et communication. Ensuite, j'ai enchaîné avec un BTS commerce international. Et puis, j'avais déjà très soif d'indépendance. Donc, après la filière BTS, j'ai commencé à travailler en parallèle soir, le week-end, les vacances. Et en sortant du BTS, je me suis remis à travailler dans la presse. Donc j'ai travaillé dans la presse pendant 4 ans. Et j'ai repris mes études à 30 ans en les finançant, puisque je pense que le BTS, les parents avaient déjà fait le taf de m'amener jusqu'à ce niveau-là. Donc j'étais fière de pouvoir payer mon école de commerce en reprenant des études vieilles, du coup, puisque j'avais déjà 30 ans. Donc ça a été une chouette expérience. Ensuite, j'ai travaillé dans le packaging, dans l'automobile. Au niveau commerce, pareil, toujours communication et qualité. Et mon papa était en phase de transmission, il y a 12 ans maintenant, 13 ans même. Et je lui ai proposé de faire un audit de sa structure, puisque j'avais la casquette d'auditeur dans ma précédente fonction. Et on a cheminé comme ça ensemble dans le cadre de sa transmission à lui, dans laquelle j'étais moi pas concernée sur le principe. Et on s'est découvert quand on a commencé à parler un petit peu de ses objectifs d'évolution, de comment il voyait la structure dans les années à venir et ce qu'il aimerait comme personnalité de repreneur. On s'est trouvé plein de points communs. Ça tombe plutôt bien parce que c'est mon papa quand même. Et du coup, je me suis dit, bon, j'avais envie de créer quelque chose, sur le principe, quelque chose qui était indépendant et de son entreprise et de sa profession, mais qui était quand même un petit peu lié, parce que je voulais faire de l'agencement, de la décoration. Donc c'était quand même un petit peu lié.
Et en auditant la structure, je me suis dit, mais le potentiel est déjà là, la structure a déjà sa réputation, elle a déjà son existence, pardon. Et les valeurs qui étaient prônées dans l'entreprise étaient celles qui résonnaient en moi. Voilà ce qui m'a amené à dire ok, c'est peut-être la bonne occasion de à la fois partager un moment de vie, puisque finalement avec des parents qui travaillent beaucoup, on s'est très peu vus. Donc c'était à la fois un moment de partage de vie et un moment de partage d'entrepreneurs et de dirigeants, là où on avait des savoir-faire et des compétences qui étaient complémentaires, et c'était chouette. Donc on a fait un petit bout de chemin ensemble avec mon papa avant qu'il prenne sa retraite. Et donc tu as récupéré finalement l'entreprise dans le bâtiment. Est-ce que tu t'étais projetée, peut-être quand tu étais plus petite ou à certains moments donnés, en te disant pourquoi pas, ou alors pas du tout, tu avais juste cette envie de liberté, mais tu n'as jamais pensé à aller dans ce type de secteur? Insidieusement, non. Même si je pense que j'ai toujours eu le sentiment de faire partie de cette grande famille du bâtiment, puisque enfant, mon père n'ayant pas eu de garçon, il emmenait sa fille avec lui sur les chantiers ou dans le camion. Et c'est vrai que j'ai toujours été très fière de pouvoir dire c'est mon père qui l'a fait. Donc on parlait d'une maison, on parlait de projets qui sont des projets qui sont toujours là aujourd'hui, des projets que je peux présenter moi-même à mes enfants. Donc cette valeur de pérennité et de transmission, de quelque chose qui dure, quelque chose qui abrite la maison, enfin qui abrite le foyer, qui abrite la famille. Vraiment, j'étais fière de ce métier. Et peut-être qu'une petite graine a été plantée à ce moment-là qui fait que j'avais envie de venir moi aussi. Mais avant de faire l'audit de la structure, non, je n'étais pas dans cette dynamique de rentrer dans le bâtiment. Ça s'est un petit peu fait par hasard, plus par envie et par sentiment d'avoir quelque chose à donner, à partager, à recevoir aussi dans cette entreprise particulièrement. Alors c'est vrai qu'on ne voit pas souvent des femmes à la tête d'entreprise. Je disais tout à l'heure que 12% quand même des PME ou des TPE ont une chef d'entreprise et non un chef d'entreprise. Mais alors dans le secteur du bâtiment, c'est encore plus rare. Comment tu as fait pour développer ta crédibilité auprès des clients, des prospects, mais aussi très certainement auprès des employés? Je ne me suis pas posé la question. En fait, je pense que... Alors c'était mon approche, je ne sais pas si c'est la meilleure ou pas, mais en tout cas, je ne me suis jamais demandé si on m'attendait sur ce poste-là. Je ne me suis jamais positionnée comme une femme dans cet univers. J'ai essayé de me positionner un maximum comme quelqu'un de professionnel, puisque finalement, on parle de job, là, on n'est pas dans la vie privée. Donc j'essayais avec des qualités professionnelles et humaines, bien sûr, d'apporter... ce qui manquait, ou un complément de quelque chose qui était déjà bien en place aujourd'hui, sans me dire ai-je ma place, est-ce que je ne l'ai pas, suis-je une femme ou pas? Bien sûr que je suis une femme, et je n'ai pas à répondre à cette question, moi je le sais. Donc voilà, ma question était plutôt d'être professionnelle et d'avoir une attitude professionnelle sans mettre de genre sur mon travail au quotidien. Et on est en plus dans une posture vestimentaire où la question se pose presque pas, puisque au quotidien, je suis en jean avec des chaussures de sécurité, avec des vêtements chauds quand il fait chaud, ou avec des vêtements de sécurité. Donc la féminité, elle est là, j'espère, mais c'est pas ce que je mets en avant. Voilà. Donc je me suis pas posé de questions en fait. Bon, et ça t'a permis de dérouler finalement tranquillement, de prendre ton poste et puis d'avancer avec ton entreprise, tes employés, tes clients. Est-ce que tu as quand même eu à certains moments donnés des préjugés ou peut-être des remarques, quelquefois un petit peu déplacées? Comment tu as réagi? Est-ce que tu as remis les personnes à leur place? Est-ce que tu es passé au-dessus en disant pouf, peu importe, je continue mon petit bout de chemin? Comment tu as géré en fait ce type de réaction? Parce que forcément, il y en a eu. Oui, il y en a eu. Après,
elles n'ont jamais été vraiment ni péjoratives, ni agressives, ou du moins pas en face à face. Peut-être qu'après, les équipes ont dû gérer des situations auxquelles moi, je n'ai pas été confrontée directement. Je n'ai jamais réagi frontalement. Pour moi, l'histoire de l'entreprise et le rapport homme-femme, ce n'est pas une dualité, c'est vraiment une complémentarité. Donc, j'ai été sourde dans beaucoup de situations où je suis passée au-dessus sans vouloir monter au créneau et défendre ce rôle de femme et cette position de femme dans l'entreprise. J'ai parfois dû dire à des équipes, je ne suis pas ta maman, je ne suis pas ton épouse, je ne suis pas ta sœur, je suis ta patronne. C'est déjà pas très agréable de devoir le dire, mais parfois il faut savoir le faire. Après, dans les situations du quotidien, toujours plus c'était dans une posture un peu plus enrobante, un peu plus douce, en essayant encore une fois au quotidien de donner de la crédibilité de par mes actions et mon travail, pour que les gens eux-mêmes se rendent compte que finalement, il n'y a pas de différence. L'enveloppe est différente, mais la posture, elle est la posture d'un chef d'entreprise et d'un meneur d'hommes avec un grand H. Donc oui, c'est plus, je pense, mes collaborateurs qui sont parfois montés au créneau plus que moi. Ils sont peut-être plus féministes que moi au final. Donc c'est chouette. Quand les réponses viennent de l'extérieur, c'est chouette. Voilà. Après, parfois, il a fallu aussi un petit peu taper du poing sur la table. Parce que ça fait partie du job. Voilà. Mais ce n'est pas ma posture de base d'arriver frontalement et de... Voilà. Bon, en tout cas, merci. Effectivement, c'est vrai qu'on peut se poser la question parce que forcément, voilà, tu as dû avoir des réflexions parfois plus ou moins déplacées ou pas forcément méchantes, hein, mais où les gens se rendent pas compte. Est-ce que tu as aussi, donc en dehors de ces préjugés, est-ce que tu as aussi peut-être connu des avantages en tant que femme dans ce milieu en fait majoritairement masculin? Alors oui, les avantages, on nous attend tellement pas sur ces métiers-là que parfois on est sous la lumière, comme aujourd'hui, pouvoir prendre la parole et dire que c'est possible. Je pense que si j'avais été un homme dans ce métier d'homme, j'aurais pas eu cette opportunité-là. Donc ça, c'est vraiment chouette pour le coup, et ça permet aussi de pouvoir ouvrir le champ des possibles et dire à nos jeunes, à nos moins jeunes, aux gens qui ne sont pas à leur place aujourd'hui, qu'il me semble que l'essentiel est d'être à la bonne place, à ce qu'on estime être sa bonne place, peu importe celle à laquelle on nous attend, puisque le vrai sujet ne me semble pas être là. On n'a qu'une vie. Donc voilà, c'est avoir l'occasion justement de pouvoir rencontrer avec l'association FAIT. Par exemple, Claire Duché m'a demandé d'intervenir dans les collèges, dans les lycées, pouvoir discuter un petit peu avec nos jeunes. Elle avait fait un petit atelier, un atelier où on devait juste physiquement être présent et les jeunes devaient imaginer ce qu'on faisait comme profession, juste au physique. Donc évidemment, j'étais sortie classieuse quand même, j'avais mis une veste. Donc j'étais sortie classieuse, j'étais avocat, notaire ou agent immobilier. Pas mal. Et puis après, dans la discussion, donc j'avais des collègues hommes qui, eux, étaient dans des métiers dits plutôt féminins, donc bibliothécaires et... Sage-femme peut-être Oui, je ne sais plus. Et qui avaient, pareil, un physique qui ne portait pas à ce métier. Et vraiment, le rapport derrière avait été super avec nos jeunes, de voir qu'ils sont déjà dans un contexte, dans une image précise de ce qu'on pourrait attendre d'eux sur le marché du travail. Et du coup, quand on est à contre-courant de ça, ça leur permet de poser des questions. Ça nous permet aussi, nous, de montrer qu'on a tous notre place à partir du moment où on s'y sent bien. Et quel est le risque
de ne pas y aller. Voilà. Donc je dirais, allons-y, et si on ne s'y sent pas bien, on fait autre chose. C'est pas très grave. Non, c'est clair, mais c'est vrai que la société nous conditionne depuis tout petit, même dans le choix des jouets. On va plutôt acheter des voitures, des camions aux garçons, on va plutôt acheter des poupées aux filles. Donc on conditionne finalement nos enfants. Puis après, lorsqu'ils arrivent à l'école aussi, il faut les filles qu'elles soient en robe, qu'elles soient en rose. Les garçons, c'est plutôt du bleu parce que, alors attention, s'ils portent du rose, ça va pas le faire. Il faut qu'ils jouent à des jeux de garçons, les filles à des jeux de filles. On voit quand même qu'on est très, très, très conditionnés. Et tout ça, tout au long de notre vie d'enfant. Et quand on arrive effectivement au choix de quel est le métier, on voit qu'on a des branches où on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de filles et très peu de garçons, voire zéro garçon dans les promos. Et à contrario, on a des branches où on a que des garçons ou quasiment que des garçons. Et alors quand on a une fille, on se dit mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle s'est perdue à l'université, elle n'est pas dans la bonne classe. Et tout ça fait qu'effectivement on se conditionne. Donc c'est toujours bien de montrer que finalement, comme tu l'as fait, tout est possible à partir du moment où on en a envie, à partir du moment où ça nous plaît. Et tant pis si finalement on ne rentre pas dans les cases que veut nous donner la société, parce qu'on n'a qu'une vie. Et c'est pas à 80 ans qu'on peut se retourner en disant « Ah, si j'avais su, j'aurais fait les choses différemment ». C'est même une chance finalement de sortir des cadres. Ça ouvre d'autres discussions, ça ouvre une autre typologie de relations. On a parfois aussi des très bonnes surprises avec des publics sur lesquels c'était quand même très problématique. Moi, j'ai une anecdote d'un chantier géré avec des collectivités où systématiquement, quand on abordait le domaine technique, les élus posaient des questions ou intervenaient en ne s'adressant qu'à mon bras droit, qui est un homme, pour le coup. Et c'était lui qui était fâché en sortant de ces rendez-vous-là en disant « C'est pas possible d'être misogyne à ce point ». Et je lui ai toujours dit, quand on faisait des rendez-vous, même des rendez-vous clients, s'ils se sentent plus en confiance de s'adresser à toi parce que leur référence technique, elle est masculine, peu m'importe. Je n'ai aucun ego par rapport à ça. Le seul petit ego que j'ai pu avoir, c'est en fin de chantier, de s'apercevoir que ces mêmes élus finissent par venir vers vous et discuter avec vous de problématiques techniques. Donc finalement, le cheminement s'est fait, alors en l'occurrence sur ce chantier-là pendant plusieurs mois, mais le cheminement s'est fait et en finalité, on arrive à quelque chose où on était dans un échange équilibré. Et du coup, en tant que manager, on se doit aussi de se positionner en tant que transmetteur. Donc là, j'ai une pensée, moi, pour mes grands-parents, par exemple. J'ai une pensée pour mes enfants. J'ai une pensée pour mon conjoint, pour mes enfants. Parce que ce lien, il doit être fait aussi. Alors, la posture de chef d'entreprise permet cette transmission et cet accompagnement au quotidien. Mais dans la vie personnelle, dans la vie amicale, associative, peu importe. Mais on peut aussi avoir ce partage de compétences par la transmission et mettre sa petite pierre à l'édifice. Alors évidemment, quand on est dans le bâtiment, c'est plus facile de mettre sa pierre à l'édifice et ça tombe bien, on cherche plein de monde dans nos métiers. Mais chacun, à son petit niveau, peut participer aussi à ouvrir le spectre et voilà, de se dire que la vie est une belle aventure et allons-y. Fonçons. Et justement, qu'est-ce que tu voudrais partager peut-être aux femmes ou aux jeunes filles qui se posent la question d'aller dans des secteurs dans lesquels on ne les attend absolument pas? De n'écouter qu'elles, de se faire confiance, d'y aller, d'essayer. Il n'y aura peut-être pas la porte ouverte facilement, mais aujourd'hui, la majorité des métiers sont ouverts aux femmes, même si on n'est pas forcément les plus attendus dans certains secteurs d'activité. Il faut pousser les portes, plus on aura de femmes qui viendront, ou plus il y aura d'hommes dans des univers de femmes à l'inverse, moins il y aura de cadres. La position, elle n'est pas de se dire...
je suis femme, je suis homme. Voilà, on a un temps pour chaque chose dans nos agendas. On a un temps où on est le professionnel, on a un temps où on est la maman ou le papa, où on est l'ami, où on est l'enfant, enfin peu importe. Quand on travaille, pour moi, quand on est sur son lieu de travail, on n'est pas dans ce cadre-là. On est dans un cadre professionnel où on doit montrer des compétences. Et les compétences, c'est ensemble. Voilà. J'ai même envie de dire, plus on est différent, plus on varie les compétences et donc plus fort on est. J'ai une petite citation de Saint-Exupéry. Si tu diffères de moi, mon frère, il était très moderne en plus, loin de me léser, tu m'enrichis. Donc, c'est tellement ça. Voilà. Donc, les jeunes filles poussaient les portes des métiers de bâtiment, des métiers de l'automobile, peu importe. Jeune homme poussaient les métiers de la petite enfance, des infirmières, je ne sais pas, mais en tout cas, ou pousser des métiers purement de votre genre, soi-disant. La vie est longue. C'est vrai. On peut faire plein d'expériences dans la vie. Et on peut changer aussi. Et on n'est pas obligé d'être cantonné Exactement. toute sa vie dans la même profession. Exactement. Mais voilà, la possibilité est donnée aujourd'hui aussi de faire des stages en entreprise. Les entreprises sont de plus en plus ouvertes pour venir découvrir des métiers qu'on imagine mais qu'on ne connaît pas. Voilà, faire des petits stages au collège. Faut s'inscrire dans les missions locales. Nous, on prend souvent aussi des jeunes qui ne sont pas très sûrs. On peut faire des inscriptions dans les missions locales et venir découvrir les métiers dans le dur. Et là, tout de suite, on sait, ça nous plaît ou ça nous plaît pas. Exactement, tout à fait. Et le pas est donné, en tout cas. Oui, tout à fait. Bon, et ben en tout cas, merci beaucoup pour ton intervention et puis pour tous tes conseils. On va passer à notre capsule du jour. Quelques mamans qui nous font part justement de remarques, parfois un petit peu désobligeantes, dans le cadre du travail. Et on se retrouve juste après. Merci. Le monde du travail devrait être un lieu d'égalité et de respect. Malheureusement, certaines phrases persistent, reflétant le sexisme ordinaire. Regardons de plus près ces phrases courantes. Bah dis donc, c'est une réunion Tupperware ? Non, c'est une réunion de travail. Les femmes aussi sont des professionnels. Eh bien, tu es enceinte ? Je croyais que tu aimais ton travail. La vie personnelle ne devrait pas influencer la perception du professionnalisme. Les passions professionnelles n'ont pas de lien avec le genre. Ne fais pas ta blonde. Les compétences n'ont pas de couleur de cheveux. Oh là là, elle est de mauvaise humeur, elle doit avoir ses règles. Les émotions ne devraient pas être jugées en fonction du genre. Elle est trop douce pour ce métier, il lui faut plus de caractère. La compétence et la douceur ne sont pas incompatibles. Elle n'aura pas d'augmentation, elle a un conjoint. Les salaires devraient être basés sur la performance, pas sur la situation personnelle. Ma petite dame, vous pouvez m'apporter un café s'il vous plaît ? Les tâches administratives ne sont pas attribuées en fonction du genre. Bon, de toute façon, elle est maman, elle ne sera plus disponible, elle devra garder son enfant. La parentalité ne devrait pas être un obstacle à la carrière. Bah, vous savez de quoi je parle, là, les ménagères de plus de 50 ans. L'expérience ne devrait pas être négligée en raison de l'âge ou du genre. Ouh, ils ont recruté une super commerciale, elle est jolie. Les compétences professionnelles ne dépendent pas de l'apparence. Oh, je laisse ma bonne femme tous les matins derrière sa cuisine. C'est pas pour m'encotiner toute la journée sur le chantier. Et le respect au travail, ça dépend du genre peut-être ? Bon, vite, faut qu'on la vire avant qu'on fasse le deuxième. Les décisions de carrière devraient être basées sur la performance, pas sur la parentalité. Bon, allez, tu mets ta petite jupe et tu vas les négocier. Non mais encore une fois, les compétences professionnelles ne devraient pas être évaluées en fonction de la tenue vestimentaire. Tu reviens de congé maternité, tu dois faire tes preuves. La maternité ne devrait pas être un obstacle à la reconnaissance professionnelle. Qui est le chanceux qui va vous faire passer l'entretien ? Les opportunités professionnelles devraient être basées sur les compétences, pas sur le genre. Il est temps de mettre fin au sexisme ordinaire au travail. Ensemble, travaillons pour un environnement professionnel égalitaire, où le talent et la compétence prévalent.
Bon, bah voilà. Alors, qu'est-ce que tu penses de ces phrases? Est-ce que toi, t'en as subi peut-être une ou deux qui t'ont vraiment marqué? Je vais donner une phrase positive. Je vais pas rester sur une petite note négative en fin d'interview comme ça, mais je monte à l'échelle à un échafaudage, je m'installe, je fais contrôle de la toiture qui était en cours. Je redescends de l'échafaudage et j'ai un collègue qui me dit « Mais tu sais, Chloélia, il est peut-être temps que tu arrêtes quand même de monter à l'échafaudage. Tu es à 7 ou 8 mois de grossesse, là. » Donc je dis « Effectivement, je commence à avoir du mal à descendre de la trappe. » Je reste bloquée avec mon gros ventre. C'est pas très sécuritaire ce que je viens de dire, mais là, pour le coup, c'était positif parce que il a fait attention. Il a fait attention à ça, il était très protecteur par rapport à ça. J'ai trouvé ça chouette. Là où je me serais peut-être moi un peu oubliée à ce moment-là, alors qu'il y a un moment pour chaque chose. Et ça, c'est un chouette moment de vie que nous, les femmes, on a la chance de vivre. Et c'est des moments qu'il ne faut pas oublier. Qu'en tant que chef d'entreprise, parfois, on a tendance à être un petit peu en déséquilibre sur la bonne gestion des moments privés et professionnels. Voilà. Donc, en tant que maman, pour le coup, même avec mon gros bidon, je promenais mon gros bidon sur les chantiers, quoi. Voilà. Et là, c'était plutôt une posture sympa d'un homme qui se disait « mais on va l'arrêter un moment quand même ». Mais c'est vrai que certains, heureusement, on a aussi des très belles expériences d'hommes qui savent nous dire à certains moments de attention, ou savent effectivement avoir les bonnes paroles ou les bons gestes, parce que eux aussi, ils ont une femme, qui ont peut-être subi des phrases un petit peu parfois déplacées, ou parfois qui ne sont pas dans le contexte, enfin qui ne devraient pas être dites dans le contexte. Et du coup, heureusement qu'on a cette empathie aussi entre les hommes et les femmes. Et je pense que moins on l'impose, plus ça passe facilement. Voilà. Donc après, c'est une fois qu'on a fait ses armes, qui peuvent être plus ou moins longues et plus ou moins violentes. Je trouve que la posture ensuite est beaucoup plus douce et beaucoup plus protectrice. Et après, on est sur des belles histoires. Donc, il faut passer aussi il faut être capable de passer ce cap et de se dire qu'on a choisi d'être là. C'est notre posture, on est ancré par rapport à ça, et donc tout se passe bien, tout va bien se passer. Et bien justement, c'est une très belle transition pour laisser la main à la chronique d'Isabelle, où elle va justement nous donner quelques conseils lorsqu'on souhaite se lancer dans un domaine dit d'homme. Alors, je ne vais pas partir forcément sur une position de dirigeante, mais aussi même de collègue. Voilà. Enfin, après, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, et puis j'ai trouvé la posture très sage, avec finalement des conseils qui étaient distillés sans en avoir l'air. Donc, et qui d'ailleurs vont faire écho avec ce que j'ai pu moi-même ressentir en préparant cette chronique. Déjà, moi, ce que je constate, c'est qu'une femme qui se dit « je vais aller vers un métier masculin », elle se met une pression. Alors inconsciente ou consciente, mais aussi parce que c'est un héritage aussi de ce qu'on a pu recevoir. On a tous vu aussi, je pense, un film où une fille avait intégré l'armée, elle avait dû en faire... qu'on se sent obligé en tant que femme d'évoluer dans un milieu masculin, d'en faire plus pour peut-être arriver plus vite à passer pour la personne compétente, se justifier, etc. Et donc, il y a vraiment un premier travail à faire pour arrêter de se dire « je dois en faire plus » parce que ce n'est pas juste, parce qu'on ne sera pas forcément payé plus, parce que sinon on va devoir sacrifier une partie de sa vie de famille. Et ça, clairement, je trouve ça injuste. Donc le premier conseil, c'est vraiment, par rapport à ça, c'est d'être stratégique et de se dire que, comme dans n'importe quel travail, et encore plus, pour ne pas en faire trop, c'est de se concentrer vraiment sur l'essentiel, sur ce qui va vraiment compter, et de ne pas perdre son énergie peut-être à vouloir paraître pour la fille qui est partout, qui peut tout faire, etc., qui est au four et au moulin, parce que déjà on va s'épuiser, on risque aussi de faire plus peut-être des erreurs, parce qu'on est fatigué, etc. Et du coup, voilà, on a ce rôle, on a été embauché pour faire ça. Donc vraiment la première chose, c'est de rester sur la mission qu'on a été faite, et puis de se dire après, puisque ça en revient
au deuxième constat que j'ai pu faire, c'est que au-delà du fait on en veut en faire plus, on se dit bah faut que je leur ressemble. Mais en fait, pourquoi Et j'ai beaucoup aimé comment tu as dit, je ne me suis pas posé la question. Je suis rentrée, pourquoi je devrais leur ressembler? Et malheureusement, on le voit, on le constate, parce que on se dit, ah mince, mais si je ne vais pas à l'afterwork à 18h, à 19h pour regarder le match de foot, alors qu'on n'en a rien à faire du foot concrètement, et on se sent peut-être obligé d'y aller. Alors, dans n'importe quel boulot, on peut aller, parfois un événement, on n'a pas forcément envie d'y aller, mais voilà, peut-être que là, une femme va se sentir peut-être un peu plus obligée et puis se dire, il faut absolument que je leur plaise, donc peut-être que je veux m'habiller de telle ou telle manière, etc. Faire m'intéresser à des sujets qui ne m'intéressent pas plus que ça, pour, entre guillemets, rentrer dans leur équipe. Et là, je trouve qu'on se perd. Et du coup, on donne aussi un pouvoir. Et une fois que les gens ont le pouvoir, on sait très bien ce qu'on en fait, ils ne le lâchent plus. Donc, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas besoin, il n'y a rien à démontrer. Et ta posture était vraiment très, très juste. Il n'y a pas besoin de démontrer. Il n'y a pas besoin de s'excuser d'être là. Oui, je suis une femme. Non, je suis là. Vous êtes là et puis c'est tout. Et puis finalement, c'est à eux d'accepter. Ce n'est pas à vous de faire le chemin. Alors bien sûr, en toute bienveillance, on ne tombe pas dans les extrêmes opposés. Mais en tout cas, c'est de prendre sa place. Et donc du coup, il y a une notion qui est très importante, c'est pour prendre sa place, la notion d'assertivité. Et s'il y a besoin parfois, et tu l'as dit à juste titre, de taper du poing sur la table. Mais finalement, une chef, je pense que soit homme ou femme, un chef de toute façon doit taper du poing sur la table. Mais se dire que l'assertivité, c'est vraiment une forme de communication qui est essentielle et qui, pour le coup, peut être encore plus importante pour une femme qui veut évoluer dans un milieu d'hommes sans avoir à faire des efforts, d'avoir l'impression de faire des efforts. Et ça se travaille. Donc, s'il y a besoin, on peut se faire coacher, se faire accompagner pour pouvoir être assertive, affirmer ses idées, affirmer sa position, son autorité quand on a un niveau hiérarchique, même quand on n'en a pas. De toute façon, on a toujours à un moment donné des responsabilités à partager. Donc ça, c'est vraiment important. Et c'est pour ça que le conseil qui en découle, à mon sens, c'est de s'entourer aussi d'un réseau de soutien. Parfois, on peut avoir une journée très dure. Et on a envie de juste aller pleurer dans les jupes de sa mère parce que peut-être on a eu une remarque désobligeante, parce qu'on s'est senti un petit peu diminué par rapport à une situation. Toi, tu avais cette facilité ou cette intelligence naturelle de dire « je ne le prends pas personnellement ». Mais ce n'est pas toujours évident de dire « oui, mais là, il ne veut pas me parler à moi, il parle à mon collègue homme ». Et on a beau dire tout ce qu'on veut, quelque part, de se dire ça me touche parce que j'ai préparé plus de la moitié du dossier et puis finalement, le jour J, je m'efface. Donc, je trouve que c'est tout à fait... Pour mieux revenir. Pardon ? Pour mieux revenir. Et pour mieux revenir. Et du coup, ça, c'est... On sort du chapeau. Alors, on a beau avoir lu les accords Toltec en train de se dire « je ne prends pas personnellement les choses ». Voilà, à un moment donné, on est tous humains. Et c'est vrai que le fait d'avoir déjà été coaché par rapport à cette problématique-là, d'avoir un mentor, peut-être c'est très intéressant d'avoir un mentor femme qui a pu vivre une situation similaire. Je trouve que c'est très très puissant. Et puis du coup, ça donne peut-être une aura, une légitimité naturelle et qui va derrière permettre d'aller plus loin, d'être plus en phase, plus épanoui aussi dans cette mission et de rester sur le côté joyeux en fait de la mission. Donc ça pour moi c'est vraiment important. Et puis j'ai envie de dire par contre là, dans l'assertivité, comme on en a parlé déjà tout à l'heure, mais c'est de dire clairement les remarques sexistes, désobligeantes, sous prétexte de dire on ne veut pas être la rabat-joie, non, on remet à sa place quoi. Alors bien sûr, avec bienveillance, avec politesse, mais la remarque, on est dans une réunion, il y a 10 personnes, tiens, qui veut un petit café Chloélia, tu vas y aller, n'est-ce pas ? Alors, mais bien sûr. Alors peut-être que c'est pas dit avec méchanceté, on a tous eu des remarques, on l'a vu dans la capsule, pas des remarques forcément
qui sont méchantes, mais qui peuvent être franchement vexantes et qui ne sont pas acceptables, clairement. Adaptées au monde du travail. Donc là, c'est vrai que j'ai envie de dire, on pourrait avoir une petite phrase, mais voyons, mais Jean-Pierre, tu ne dirais jamais ça à Philippe. Donc voilà, c'est un manque de professionnalisme, de repasser sur du factuel. Et tu l'as dit, moi je reste dans une posture professionnelle. Et du coup, le factuel, tu n'élèves pas le niveau en disant ce genre de remarques. Donc maintenant, je te remercie de t'abstenir et puis de garder tes réflexions. Voilà, là aujourd'hui, je suis ta collègue, je suis ta chef, je suis ta responsable. On remet les choses à leur place, mais de bien recadrer parce qu'on donne l'exemple. Parce que d'autres, parfois, on sait, par mimétisme, même un homme qui ne le pensait pas, il va rigoler. Et puis l'effet de groupe fait que tout le monde va se sentir « Ah, c'était drôle », même si derrière, le soir, en rentrant chez lui, Jean-Pierre, c'était nul sa blague. Donc, en plus, dans le groupe, c'est Philippe qui fait mieux le café. Oui, voilà, c'est le dire. Parce qu'il est italien et qu'il a la machine adaptée. Alors là, voilà, je pense, et c'était le dernier conseil, c'est que nous-mêmes, on part avec des clichés. On se dit, on part en disant, d'emblée, les hommes sont machos. Non, parce qu'on a reçu aussi peut-être ce stéréotype. Et donc, je dis, on peut faire valoir notre diversité. Et là, ça, je trouve que tu l'as admirablement illustré. Je suis une femme, je n'ai pas la même manière de penser, de faire, tu l'as dit, je ne sais plus quel mot tu avais utilisé, un peu cocooning, d'entourer. Tu avais fait ce geste avec tes mains d'entourer une équipe. Et puis, ça peut être très appréciable. Puis, un homme n'aurait pas fait ça. Mais du coup, voilà, de se dire, moi, c'est ma différence, je l'assume. Et je l'adapte forcément par rapport au milieu. Puis j'enlève quand même aussi certains stéréotypes. Je ne pars pas du principe que ce ne sont que des monstres machos en cravate ou en bottes d'uniforme selon le métier masculin, peu importe. Mais de se dire que par nature, quand même, l'homme, il est plutôt bienveillant. Et on l'a vu avec ton exemple aussi, qu'il a voulu te protéger pour que tu ne montes pas à l'échelle. C'était bienveillant. Et je pense que, à 90%, les hommes sont plutôt comme ça, peut-être même plus. Mais voilà, il y a cet héritage. Et puis l'effet de groupe, encore une fois, n'aide pas forcément. Donc, nous, on part avec ce prisme. On sait qu'on l'a, hop, on le met de côté. Et puis, quand on est face à des situations qui peut-être sont pas conscientes aussi chez certains hommes, on fait preuve de patience. Et puis, avec la culture de la mixité, de mettre en valeur les actions des uns et des autres, les savoirs, on arrive à créer finalement une ambiance et un collectif de travail mixte où chacun prend la richesse de tout le monde. Donc, voilà, c'est ça que j'avais envie de dire par rapport à cette thématique. Et puis, j'avais choisi, du coup, pour illustrer un peu la fin, une citation de Malala Yousafzai, la Pakistanaise qui avait été agressée littéralement par des extrémistes et qui a reçu derrière le prix Nobel de la paix et qui avait dit « N'ayez pas peur d'être la seule femme dans la salle, soyez prête à allumer votre propre lumière. » J'ai trouvé ça très juste et à la fois très beau. Effectivement, merci beaucoup pour cette chronique, avec Isabelle. Plaisir. Merci à toutes les deux. C'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau. C'est maintenant la fin de cette exploration fascinante au mois de mars, justement sur le droit des femmes, sur ce qu'on peut faire, sur dans quel domaine en fait nous pouvons travailler et finalement dans tous les domaines, même les domaines traditionnellement masculins. Il faut juste se mettre en action, se donner les moyens et puis effectivement se positionner en tant que professionnel et peut-être non en tant que juste femme, mais vraiment la professionnelle dans son domaine d'activité et l'experte. J'espère en tout cas, et avec vous à mes côtés, qu'on aura inspiré beaucoup de femmes qui sont peut-être intéressées par ces domaines-là, peut-être beaucoup de jeunes filles aussi, qui se posent des questions et qui n'osent pas, parce qu'on sait qu'on ose plus lorsqu'on vieillit, on est peut-être un petit peu plus timide lorsqu'on est un petit peu plus jeune. Mais ce que je peux constater, c'est qu'en tout cas, même si le monde du travail évolue doucement, il évolue. Et que petit à petit, hommes et femmes, on arrive à être de plus en plus égalitaires. Donc on va vers la bonne direction. Et tout le travail qui est fait chaque année au mois de mars vise aussi cela,
pas que dans le monde professionnel, on le sait, mais en tout cas aussi en partie dans le monde professionnel. Donc merci en tout cas à celles et ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui pour cette émission. N'hésitez pas à liker, commenter, nous partager vos avis. On sera ravis de pouvoir vous y répondre. Et si vous avez des questions qui sont restées en suspens, vous pouvez toujours nous envoyer un mail à émission@la-tribu-digital.fr. Avec Isabelle, nous nous ferons un plaisir de pouvoir vous répondre. Je vous souhaite à chacun et à chacune une très belle journée, après-midi ou soirée, que vous voyez en direct ou en replay. Et on se retrouve le mois prochain avec une nouvelle invitée et un nouveau sujet. À très vite.